Au départ, c'est la passion. D'accord. Il n'y avait pas de projet entrepreneurial à proprement parler. C'était vraiment plus le soir, le week-end. J'avais pas trop la logique économique en tête, tu vois. Les artistes n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas les mentors, ils n'avaient pas les piliers suffisants pour pouvoir communiquer, on va dire. C'est moi qui ai fait ça là-bas. C'était déjà une preuve sociale proof, une preuve sociale super forte. Est-ce que c'était bon? L'Instagram t'es vu. Les influenceurs à La Réunion. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Si, il y a des gens qui osent tout en vrai, Mathieu. Ouais, je te jure, il y a des gens qui osent tout et qui seraient prêts à te vendre la lune aussi, tu vois. Mais Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Riyad, un entrepreneur hors du commun. De ses études en métropole à son retour sur l'île, il nous raconte son parcours entrepreneurial. S'occupant de la digitalisation d'un des plus grands groupes de magasins de sportwear de l'île à la création de sa boîte, il nous livre son point de vue sur le community management à La Réunion et les influenceurs. Restez accrochés, ça envoie du lourd. Cette vidéo est réalisée dans les locaux de notre partenaire de Lizine à Savannah. Qu'est-ce que c'est Lizine? Un espace de coworking où productivité et convivialité sont au rendez-vous avec des open space, des bureaux et des salles de réunion. Plein d'autres services sont aussi à votre disposition. Bon visionnage. Salut à tous, bienvenue dans Sous-main Entrepreneur, une émission qui suit des entrepreneurs motivants et inspirants. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est à Lizine Coworking de Savannah en compagnie de Riyad. Salut Riyad. Salut Mathieu. Un plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission. Pareil, je suis super content de participer à l'émission et puis on se connaît de quelques temps déjà. Exactement. On s'est connus à l'époque de Run Garden. C'est ça. C'est un petit projet que tu avais, un grand projet même que tu avais lancé. Je pense qu'on reviendra dessus un petit peu plus tard au cours de l'émission. En tout cas, j'aimerais bien connaître un petit peu ton parcours, ton curriculum vitae. Donc vas-y. Ok, très bien. C'est intéressant de savoir d'où tu viens vraiment à la base. Déjà, il faut savoir que moi aujourd'hui, donc je suis entrepreneur dans le digital. C'est comme ça que je me présente rapidement. Écoute, j'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis marié, j'ai un petit garçon. Donc mon parcours, il a démarré, disons, j'ai fait une classe préparatoire. Ça, c'était un élément marquant de mon parcours académique. Donc c'est 2 ans pendant lesquels tu bosses à fond, nuit et jour, pour pouvoir intégrer une école de commerce. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc à 20 ans, je suis parti de La Réunion. J'ai quitté La Réunion, je suis allé en métropole, j'ai fait mes études supérieures là-bas. Donc dans cette fameuse école de commerce qui s'appelle Rennes School of Business. D'accord. Et là-bas, en fait, j'ai fait un master en innovation, entrepreneuriat et gestion de projets digitaux. Donc c'est là-bas où j'ai découvert un peu le monde du travail, des études, le voyage aussi. J'ai pu faire des échanges universitaires. Et puis, j'ai eu mon premier boulot en France. J'ai terminé mon master à Rennes. Et puis, j'ai eu mon premier boulot dans le sud de la France, à Montpellier. Et là-bas, j'étais ce qu'ils appellent Key Account Manager. Donc, tu fais de la gestion de projet sur un sujet spécifique. Moi, c'était dans le sport. Donc, j'accompagnais l'entreprise à vendre du matériel sportif lors de ventes privées. Voilà. D'accord. Ça a ses petites technicités et c'est là-bas où vraiment j'ai découvert un peu toute la dynamique digitale qui pouvait exister, les réseaux sociaux, les sites internet, la publicité en ligne. C'est vraiment là-bas où j'ai découvert tout ça. D'accord. Souvent on dit que pour beaucoup d'entrepreneurs, enfin beaucoup de personnes en règle générale, que leur étude, elle n'a pas été forcément en rapport avec le métier qu'ils ont eu. Ouais. Mais toi, en tout cas, ce que tu as appris en tout cas à ton école de Rennes, ça t'a vraiment beaucoup aidé pour la suite. Alors, les études, si tu veux, elles sont jamais trop pratiques à mon goût. Donc, c'est vrai que j'avais un parcours qui m'aidait à apprendre à gérer des projets digitaux. Mais après, tout l'apprentissage sur l'aspect technique, réseau, site internet, publicité, ça a vraiment été développé après à l'expérience terrain. D'accord. Et puis, avec des formations aussi. Je me suis formé en ligne. D'accord. Donc après, à quel moment tu es revenu à La Réunion et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Écoute, donc avec mon premier CDI que j'ai eu à Montpellier, j'ai rejoint ma compagne actuelle qui était dans le sud pour terminer ses études en architecture, elle, mode. Je fais un coucou d'ailleurs. Et donc on a bossé là-bas pendant 1 an. Et puis après j'avais un peu
l'envie de rentrer, tu vois. Ma Bah, famille du me pays. manquait. Ouais, déjà, je revenais tous les ans. J'avais la chance de pouvoir retrouver un petit peu ma famille tous les ans sur une petite période de vacances. Et là, vraiment, je me suis dit, ben, je vais rentrer. Mais j'avais envie de rentrer avec de l'ambition, tu vois. Je me suis dit, écoute, faut pas que je rentre à la Réunion en me disant, je vais retourner chez maman, papa, je vais retourner dans ma routine d'avant. C'était vraiment l'idée de rentrer et d'aider au développement de la Réunion. D'accord. C'était ça mon ambition. Arrivé à La Réunion, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Est-ce que tu as lancé tout de suite ton entreprise? Est-ce que tu as bossé pour quelqu'un? Ok, bah écoute, je suis rentré décembre 2018 et mars 2019, j'ai trouvé du travail. Donc en fait, D'accord. dès que je suis revenu à La Réunion, j'ai secoué un peu mon réseau en fait. Je dis voilà, je suis de retour. Toi, est-ce que tu cherches quelqu'un dans toutes les personnes que je connaissais? Donc j'ai commencé à postuler un peu à droite à gauche, secouer un peu mon réseau et j'ai trouvé du boulot. Donc j'ai trouvé du boulot pour le groupe Modernisport et j'ai intégré ce boulot-là en tant que responsable marketing digital. D'accord. Et à l'époque, ton travail consistait à quoi à Modernisport? Parce qu'on s'est croisés aussi. C'est vrai, on a bossé ensemble. Oui. Hein, on avait bossé ensemble sur un projet. À l'époque, mon métier consistait à aider le groupe à se digitaliser, tout simplement. Donc, il y avait un bloc principal qui concernait la présence sur les réseaux sociaux, le site internet. Donc, à ce moment-là, on a développé pas mal de sites pour le groupe, sites commerçants. Je pense qu'on était parmi les précurseurs aussi à ce moment-là. Et puis, la digitalisation des boutiques aussi, avec des systèmes de fidélité, les newsletters aussi. Il y avait tout cet écosystème que j'avais appris en France, que je voyais déjà les boîtes bien faire et que j'ai ramené pour le groupe à La Réunion. D'accord. Quand tu as intégré Modernisport, Ouais. est-ce qu'ils avaient déjà une base dans le digital ou pas du tout? Tu as vraiment upgrade leur système? Ils étaient vraiment, les réseaux Facebook, Instagram existaient, mais c'était tout. D'accord. Voilà, ils étaient, ils avaient déjà une belle communauté sur Facebook parce que là-dessus, ils avaient quand même fait un travail au fil du temps. Mais Instagram, c'était naissant, tu vois, il devait y avoir 2 ou 3 000 abonnés. Quand je suis parti, on était plus de 20 000. Donc, on a eu un gros bond de ce côté-là. Il n'y avait pas de site. Donc, vraiment, c'était vraiment mettre toutes les bases en place. D'accord. Est-ce que Moderni, pour toi, c'était un peu le moyen pour toi de commencer à mettre un peu en place des stratégies que tu as utilisées plus tard dans ton métier? Carrément, parce que déjà, les dirigeants étaient super ouverts. Ils m'ont recruté avec l'idée que j'apporte une expertise, chose que j'ai faite, tu vois. Donc, ils m'ont fait confiance et ça a été le fondement en fait de la suite de ma carrière dans l'entrepreneuriat, où j'ai pu lier toujours le commerce, qui est un pilier à La Réunion dans l'économie, au digital. Donc moi, mon monde, il s'est fusionné à ce niveau-là. D'accord. Donc ensuite, dès que tu as quitté, enfin dès que t'as quitté Moderni, est-ce que c'est là que tu as lancé ton agence de com ou? Ben, j'ai fait ça à vrai dire en parallèle au départ. D'accord. Donc en fait, si tu veux, je menais mes missions chez Modernis. Tu vois, j'avais des horaires classiques comme tout le monde. Hein, je crois que c'est 36 ou 35 ou 39 heures. Et donc, le soir, quand je rentrais chez moi, t'as vu, j'avais toujours l'envie de faire des choses. J'avais mon job au quotidien, mais j'avais envie de développer des projets, voir ce que je pouvais faire. Comme ça me grattait un peu à côté, tu vois. Donc, j'ai essayé de faire des trucs. J'ai monté Run Garden. Donc là, si tu veux, on peut en parler, mais Run Garden, c'était pour moi, je le définissais simplement comme le Bouscapé de La Réunion. Ouais. Voilà, c'était être un média qui allait faire rayonner l'urbain, la musique, la culture en général. Donc, c'est ça. Et justement, comme on est sur Run Garden, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu as essayé, comme tu dis, d'amener un mood un peu à la Bouscapé, qui était, tu me diras si je me trompe ou pas, hein, je vais développer un petit peu le truc, c'est que tu voulais, via, on va dire, l'aura des artistes un peu plus connus, rameuter des gens pour avoir une belle audience et ensuite
il y avait un projet, je pense, aussi commercial derrière, qui était ensuite de pouvoir vendre de la visibilité par la suite à des artistes qui le souhaiteraient. Alors, tu as raison, c'est la structure un peu classique du média, tu vois. C'est réussir à capter de la visibilité pour pouvoir la commercialiser. Alors moi, ma logique à travers ce média-là, déjà, au départ, c'est la passion. Il n'y avait pas de projet entrepreneurial à proprement parler. C'était vraiment plus le soir et le week-end. J'avais mon petit compte Insta, Facebook, et je contactais des artistes parce que j'avais écouté leur son et que je voulais qu'on en parle parce que personne ne leur donnait de la voix à La Réunion. C'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de médias urbains. Ouais, et puis même à la télé, enfin, ils recevaient que ceux qui allaient faire des scènes peut-être ou qui passaient à La Réunion faire la promotion. Et 80% de notre scène réunionnaise n'avait pas de voix. Donc c'était un peu l'envie au départ. Et ça a pris comme ça. L'un voyant ce que j'avais fait pour l'autre, voulait à son tour donner son avis, parler de ses projets. Et au fil du temps, c'était exactement le plan que j'avais développé. Sauf que le plan s'est pas du tout passé comme prévu. Pas du tout comme prévu, parce que je me suis heurté à des réalités de marché. Tu vois, quand tu fais pas d'études de marché, quand tu réalises pas. J'étais jeune, hein. J'étais jeune, j'avais peut-être 5, 8 ans en arrière, peut-être, comme ça, 5 ans peut-être. 5 ans, ouais, je pense. 5 ans. Et j'avais pas trop la logique économique en tête, tu vois. Les artistes n'avaient pas d'argent. La majorité des artistes n'avaient pas d'argent, n'avaient pas envie d'investir, en tout cas, dans du médiatique. Comme en France, ce sont les maisons de disques qui font, ils ont des avances et tout. Moi, je comprenais pas ça au départ. Donc, j'y suis allé un peu tête baissée. Et donc voilà, rapidement, je me suis rendu compte que économiquement, ça allait être difficile. J'ai essayé de me rapprocher aussi de marques, de partenaires, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. Mais la dernière fois, j'ai croisé Pixel, gars. Pixel me disait, selon moi, j'étais peut-être trop en avance à La Réunion, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, à travers l'influence, on développe beaucoup de projets de ce genre. Il y a des gens qui en vivent, tu vois. Ouais. Mais moi, j'avais pas pu à l'époque. En tout cas, ouais, c'était pour ce que je m'en rappelle à l'époque et de ce que j'ai vécu, parce que à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion parce que quand j'ai fait des clips, de voir pas mal de mes artistes, des artistes que j'ai clippés Bien sûr. Tu as été cité dans beaucoup d'articles. de voir comment le média a pu se propager et tout, et c'était vraiment très intéressant. Et comme Pixel dit, peut-être que à ce moment-là, c'était un peu trop en avance, mais après, quand tu as envie de parler d'un truc qui te passionne, est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? C'est ça. Il n'y a pas de bon moment, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais après tu as une logique économique aussi à un moment donné derrière pour pouvoir en vivre, il y a une somme de facteurs qui fait que tu vas y arriver ou tu vas pas y arriver. Bon, en tout cas, ce que tu as démontré, je trouve, c'est qu'à l'époque, c'est que même si, on va dire, bon, là on va parler un peu de musique, c'est qu'à l'époque, s'il y avait un milieu urbain, ils n'avaient pas le soutien, ils n'avaient pas les mentors, ils n'avaient pas les piliers suffisants pour pouvoir communiquer, on va dire. Ouais, tout à fait. C'est vrai on en a souvent, excuse-moi de t'interrompre, on en a souvent parlé en comparaison avec d'autres îles, Martinique, Guadeloupe et tout, mais en fait, leur rayonnement international est déjà beaucoup plus fort que nous sur la musique. Ouais. Tu vois, ils ont des artistes qui ont déjà largement percé, et l'avantage, c'est que au fur et à mesure du temps, ils ont ouvert des voies, et ils ont gardé ouvert pour les petits derrière, tu vois. Donc tout ce qui est Meryl et toutes les nouvelles générations, Kalash avant elle par exemple, il y a toujours des réseaux où en fait ils se connaissent entre eux. Et puis les Français sont déjà habitués à l'accent martiniquais guadeloupéen dans la musique. Nous, réunionnais, c'est pas encore ce que c'est, tu vois. D'accord. Et toi, tu penses à l'avenir repartir sur ce secteur, on va dire? Écoute, ça serait un gros kiff, hein. Ce serait un gros kiff, mais par contre, je pense que le jour où je vais me décider à rentrer dedans, il y aura des gros moyens, tu vois. Genre de la prod, faut qu'il y ait un plateau, faut qu'il y ait aussi des partenaires qui suivent, parce que j'irai plus tout seul dedans, parce qu'économiquement c'était infaisable. Ça sera toujours infaisable, je pense, à l'échelle d'un autre temps. Mais sur la fin, en tout cas, de ce que j'ai fait autour de RG, avec les émissions dans mon cours, là, je sais pas si t'as vu, oui. avec quelques-uns qui étaient sortis,
Ça, c'était un peu le produit final, tu vois, que j'aurais aimé avoir. Donc, je pense que si dans le temps, ça vient revenir, ça serait sous cette forme-là, beaucoup plus poussée et produite. Parce que moi, je me dis, tu vois, pour moi aussi avoir traversé un peu le milieu musical pendant quelques années, déjà, le manque de structure, c'est ultra pénalisant. Et après, c'est vrai que humainement, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes et c'est vrai que beaucoup d'artistes n'ont pas forcément la motivation nécessaire pour eux-mêmes s'enlever les mains des poches, entre guillemets, on va dire, et essayer de tenter des choses. Tu vois, j'ai l'impression que depuis qu'il n'y a plus de Rock Garden et d'autres médias aussi, entre-temps, ils se sont arrêtés, on n'entend plus trop parler de la musique urbaine rayonnaise. Ouais, c'est ça qui me désole un peu, tu vois. C'est que j'ai vu en tout cas qu'il y avait et quelques-uns qui ont repris un peu le flambeau. Ça c'est cool, mais fédéré comme on avait fait à un moment donné, je le sens beaucoup moins, tu vois. Et moi-même, quand je veux me tenir au courant, je sais pas où aller, gars. Je te dis honnêtement, je sais pas trop où aller. Je vais un peu sur YouTube, je me dis peut-être qu'avec l'algorithme, j'arriverai à trouver quelque chose. Ou sinon, si ce n'est sur des artistes précis, je vais sur leur chaîne directe. Mais ouais, il y a plus de centralisation de l'information. Ça, c'est clair, ça c'est un peu perdu. Donc après Run Garden. Après Run Garden. Alors, c'est un peu technique à expliquer parce que donc là, je bossais encore avec le groupe Modernis. Et je faisais ça le soir et le week-end. Le soir, je faisais mes lives, je faisais mes articles pour actualiser tout ça. Et j'ai tenu ça pendant un bon bout de temps. Donc, tu vois, je faisais ça le soir et les week-ends. Tous les samedis matins, j'allais avec mon réalisateur de l'époque, Jean Teddy. Jean Teddy, gros big up à toi aussi, hein, parce que le média n'existait pas sans lui. Et on allait arpenter la Réunion. Voilà, j'investissais constamment dedans, hein, pour aller faire des interviews avec les artistes. Donc ça m'a pris un temps fou. Et au bout d'un moment, j'ai ralenti un peu les choses parce que je voyais qu'économiquement, c'était un gouffre pour moi. Et donc j'ai décidé de changer un peu mon fusil d'épaule, de faire évoluer un peu ce que je faisais, et donc de proposer de la communication à des entreprises qui en auraient besoin. Parce que c'est ce que je faisais déjà pour le groupe Modernis. Et donc je me suis dit, écoute, peut-être pour compléter mon projet, j'avais lancé un projet entrepreneurial à côté. Ma femme qui elle, était diplômée d'architecture, je lui ai dit, écoute, vas-y, j'ai envie de lancer un projet, rejoins-moi, on s'associe ensemble et on va en lancer un truc. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, tu vois, à un moment donné, il y avait 3 projets qui se chevauchaient un peu. RG, le projet entrepreneurial, donc qui est devenu notre agence aujourd'hui, Bilimbi, et mon CDI. D'accord. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que Run Garden, vous aviez une grosse équipe quand même. Ouais, on était 5. Ouais, c'est clair. Franchement, tous volontaires, tu vois. Ouais. Associatifs. C'était une association. Donc, on était 5 personnes. Donc, moi-même, le vidéaste Jean Teddy, Tony Dijou, Jessica et Adam. Donc, et c'était international. Il y avait même un gars du Canada. D'accord. Donc, c'était des Réunionnais, tous. Mais ils étaient partout dans le monde déjà. D'accord. Donc on écrivait des articles et il y avait la partie prod vidéo. D'accord. Ouais. Et donc après là, tu as commencé à switcher progressivement vers Digital Bilimbi. J'ai été réaliste, tu vois. J'ai commencé à expliquer à l'équipe que malgré les portes que j'essayais d'ouvrir et tout, j'avais des difficultés. Les artistes n'avaient pas de quoi financer leur projet, que je n'arrivais pas à trouver de partenaire proprement parler pour soutenir la chaîne au long terme. Parce que trouver un partenaire one shot, c'est bon. Mais si je veux mener un projet sur 6 mois, 1 an, il faut quelqu'un de très solide pour suivre, tu vois. Et c'était pas le cas. Donc, c'est un peu mon premier échec aussi, tu vois. Et voilà, j'ai été réaliste avec tout le monde. J'ai dit, les gars, moi, au fur et à mesure, je vais commencer à décharger un peu mon temps là-dessus et commencer à travailler concrètement sur mon autre projet, qui est ma propre agence. J'aimerais créer ma propre agence de com digital. Et donc voilà, c'est là où Bilimbi est né, 2020. Je crée l'agence, on dépose, tu vois, les statuts le 1er juillet, je m'associe avec ma compagne et je lui dis, vas-y, on se lance. Je trouve des clients, on bosse dessus le soir et le week-end, pareil. Enfin, moi, le soir et le week-end, elle peut bosser un peu plus dessus parce que elle n'a pas de travail encore. D'accord.
Elle voulait plus se relancer dans l'architecture, etc. Bon, c'est un milieu particulier. Et elle gère les clients que je trouve. Voilà. Donc pendant 1 an, ça se passe. Et après, je me dis début 2021. Après, il y a eu toutes les galères Covid et tout. Ouais. C'était une période ultra complexe à comprendre. Mais tu vois, on te dit c'est dans le chaos que les bonnes choses se créent aussi, tu vois. Donc on a accepté le chaos. Et 2021, je me dis écoute, je crois en ce projet. Vas-y, on va à fond dans l'entrepreneuriat. Et donc je quitte mon ancien poste et je me mets à fond avec elle. Je pense avril-mai 2021. Et après, là, ça a décollé. Ça a vraiment décollé. Les débuts, c'était comment? Pour trouver tes clients, pour mettre en confiance les gens et tout, pour lancer le projet? L'avantage que j'ai eu, en fait, c'est que je bossais déjà pour une boîte qui était très visible. Le groupe Moderniste, quand je suis sorti dedans, ils étaient déjà 11 ou 12 boutiques à La Réunion. D'accord. Donc, j'arrivais chez quelqu'un, je leur disais que c'est moi qui avais fait ça là-bas. Ouais. C'était déjà une preuve social proof, une preuve sociale super forte. D'accord. Donc, en vrai, j'ai dû quitter mon job en avril, mais j'avais déjà trouvé des clients. D'accord. J'avais déjà des clients sur lesquels on bossait, sur lesquels Mode bossait. Et là, je suis allé vraiment de manière un peu plus agressive dans le commercial. Tu vois. Pour rentrer un petit peu on va dire dans le détail, Digital Bilinguis, ça fait quoi exactement? C'est quoi le… Digital Bilinguis, c'est une agence spécialisée en réseaux sociaux. Donc, agence digitale. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est 3 choses essentielles. On crée du contenu impactant pour les marques pour lesquelles on travaille. Donc, ça peut être de la photo, de la vidéo, de l'animation, du graphisme. Ensuite, on gère toute la partie stratégie réseau, publication de contenu, etc. Donc, sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, WhatsApp. Et on fait aussi beaucoup de publicité. Donc, ce qui s'appelle le social ads, pub sur Facebook, Instagram et parfois un peu Google aussi. Donc, on fait ça à La Réunion et on fait ça un petit peu dans l'océan Indien aussi. D'accord. Tu as des clients aussi quand tu dis l'océan Indien, tu as des clients à Maurice, Mada? J'ai des clients à Mayotte. Mayotte? Ouais, à Mayotte et on bosse aussi un peu à Mada sur des projets en sous-traitance. D'accord. Là, du coup, j'ai vu aussi que là, actuellement, tu avais commencé à faire des nouvelles petites choses là, non? Écoute, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui partage pour motiver, tu vois. Je partage et j'ai toujours aimé ça, créer des photos, des vidéos, même à mon compte, pour mon propre plaisir. Et donc, j'ai créé un compte spécialement dédié à ça. J'avais un compte privé que j'ai mis totalement privé. C'est pas visible pour la plupart des gens. Et j'ai un compte professionnel où je partage mon quotidien, toutes les astuces que je peux partager, tout ce qui peut me motiver aussi d'autres personnes. Et j'ai fait ça l'année dernière. J'avais de plus en plus de personnes qui venaient me solliciter en fait pour pouvoir réaliser un métier dans le digital aussi, bosser sur les réseaux sociaux. Donc j'ai accompagné quelques personnes l'année dernière. Et puis du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens. C'était plus possible d'accompagner les gens en physique ou en visio. Ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc j'ai créé un parcours, un programme d'accompagnement en vidéo et en coaching, en live, qui permet justement à quelqu'un de démarrer d'un point zéro, en n'ayant aucune connaissance dans le digital, à devenir justement prestataire de services dans le digital, les réseaux sociaux pour les entreprises et pouvoir se faire un bon salaire, tu vois. D'accord. Photoshop ou Canva? Moi, à titre personnel, j'adore Canva dans l'agence Photoshop. D'accord. Suite Adobe à mort. Suite Adobe à mort. Parce que du coup, je sais pas un petit peu comment ça se passe. Tu vois, je suis un peu lointain par rapport à l'univers du community management, on va dire. Ouais. Moi, bon, tu sais, moi, je suis plutôt vraiment dans la vidéo, oui. Concrètement. Mais je vois de plus en plus de community managers qui émanent. Ouais. Toi, comment tu vois ça? Comment tu sens ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont tous au même niveau? Non, ils sont clairement pas tous au même niveau, c'est sûr. Que ça soit d'un point de vue contenu et d'un point technique, il y a vraiment des gaps. En tout cas, si tu parles du marché de La Réunion. Il y a des opportunités dans le digital, hein. Faut être concret avec ça. C'est pour ça qu'il y a très peu de barrières à l'entrée. Tu as un ordinateur, un smartphone, tu démarres. Il n'y a aucun problème, tu te formes, tu démarres. Aujourd'hui, en fait, pourquoi
Canva devient un outil redoutable parce qu'ils sont dans l'innovation constamment. Ils doivent sortir des nouvelles features tous les 2-3 mois. C'est phénoménal. Ils intègrent l'intelligence artificielle maintenant, ça devient absolument fou ce qui est possible de faire. Et aujourd'hui, je te dis, c'est un truc que j'aurais pas dit peut-être il y a 5 ans en arrière. Quelqu'un qui est expert, je dis bien expert sur Canva, il peut blesser quelqu'un qui est bon sur Photoshop, qui est bon moyen sur Photoshop. Donc après, nous, en agence, on est beaucoup plus porté sur la suite Adobe parce qu'en fait, la liberté de création est illimitée. Canva, c'est un système qui est beaucoup plus porté sur le template, qui est sur des inspirations internationales, etc. Donc c'est bien pour les personnes qui abordent le truc. Et pour revenir à ta question initiale, c'est ce qui crée un peu ce gap dans le marché. Parce que pour maîtriser toutes les compétences autour du community management, donc c'est-à-dire création de contenu, il y a la photo, il y a la vidéo, il y a le graphisme, il y a l'aspect technique sur les réseaux, il y a les publicités. Normalement, pour moi, un CM aujourd'hui, un super CM, c'est tout faire. Mais justement, le gap, il se crée à ces niveaux-là. Tu as des gens qui savent pas créer du bon contenu et donc ils vont bien pouvoir poster tout sur les réseaux. Inversement, il y a des gens qui créent des super contenus mais qui n'y pigent rien à la plateforme. Donc ça fait un gap. Nous, on a aujourd'hui, on est 5 en fixe dans l'agence. Après, on a des partenaires et on maîtrise tous les aspects. J'ai des gens sur la prod, j'ai des gens sur l'aspect CM pur. Quand je fais les ads, donc on maîtrise toute la chaîne. C'est là où en fait on peut se distinguer et aller prendre des grosses boîtes. D'accord. Voilà. On va dire que maintenant, il y a plusieurs types de community managers qui répondent à plusieurs types de demandes. C'est exactement ça. Plusieurs budgets différents. C'est exactement ça, Mathieu. Tu as, comme dans le milieu de la réalisation, tu vas être un gars qui va peut-être réaliser des vidéos à petit budget et de la prod comme on est ici là, multicam, lumière et tout. Là, ça va être notre budget, tu vois. Il en faut pour tous les goûts en vrai, parce que ton petit pizzaiolo du coin ou ton camion bar du coin n'aura pas les mêmes besoins que une boîte avec 10 boutiques, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde, en vrai. Mais faut pas faire n'importe quoi. Hein, c'est de la vraie prestation de service. Il n'y a pas de jeu là-dedans. Au bout d'un moment, de toute façon, tu bosses avec des gens pros, ils se rendent compte rapidement. Ouais, c'est là où je voulais en venir. J'allais te demander, est-ce que parfois tu penses qu'il peut y avoir des dérives et est-ce que les gens qui veulent bosser avec des community managers, ils arrivent à sentir quand ça peut être un peu, pas une escroquerie, mais où tu sens que finalement le gars avec qui tu bosses… Techniquement, il y a des lacunes, tu vois. Il y a des lacunes. Clairement, je pense pas que ça se… De toute façon, moi, ce que je dirais à la plupart des gens qui veulent se lancer avec un CM ou une agence, c'est de regarder ce qui a été fait avant. Tu vois, au moins, tu as un feeling de si tu aimes le style de ce qu'ils proposent, de si c'est pro, s'ils ont déjà eu des bons clients ou pas. Ça, c'est le point de départ. D'accord. Après, si tu as moins de budget, bon, bah écoute, c'est sûr que tu peux faire des mauvais choix. Ça arrive. J'ai déjà rencontré des boîtes qui ont fait des mauvais choix. Normalement, faut être vigilant. Au bout d'1 ou 2 mois, tu remarques des choses, des lacunes. Mais du coup, par rapport à quelqu'un qui, là, on va parler du côté du community manager, lui qui a pas de clientèle et qui veut se lancer. Donc, tu lui dirais quoi? De tenter de faire des projets gratuitement, de rejoindre ma formation. Exactement. Voilà, c'est après, concrètement, Mathieu, pour quelqu'un qui veut démarrer, qui sort de l'école ou bien qui veut même faire une reconversion. Ça m'arrive beaucoup d'échanger avec des personnes dans ce cas de figure-là parce que c'est des personnes qui ont peut-être la trentaine, la quarantaine aujourd'hui, qui ont vécu une certaine période de leur carrière dans un autre monde et qui voient le monde d'aujourd'hui, qui se disent « Ah, tout ça, ça m'intéresse ». Et donc, moi, j'accompagne ces gens-là et ce que je leur dis généralement, c'est déjà, faut se former. Tu vois, faut vraiment ne pas considérer que le community management, le social media management, c'est des domaines dans lesquels tu peux rentrer parce que tu aimes bien Facebook ou Instagram. C'est pas possible. C'est important ce que tu dis là. C'est pas possible et c'est des erreurs que certaines personnes font et malheureusement, ils s'écrasent rapidement. Après, ça fait un tri dans le marché, tu vois. Et donc, faut se former, faut tester des choses. Moi, ce que je recommande à la plupart des gens aussi, c'est, même si tu n'as pas de clients au départ, fais des clients fictifs.
Même si demain tu vas aller voir courir en France, bah écoute, crée-lui une fausse page, montre ce que tu pourrais faire en graphisme, montre. Ouais. Tu comprends? C'est là où tu vas pouvoir cultiver ton book si tu n'as pas de clients encore. Ça, une fois que tu as fait ça, eh ben on est capable de voir si concrètement, oui ou non, tu vas pouvoir amener une vision. Très intéressant. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le community management ou des gens qui veulent recruter des community managers. Ça va peut-être leur donner une petite visibilité et pour certains d'entre eux avoir moins peur de faire appeler un community manager parce que on se rend pas compte, mais il y a quand même encore pas mal de personnes qui sont un peu réfractaires C'est vrai. à appeler. C'est vrai. Je te dis honnêtement mon point de vue là-dessus, Mathieu. Les personnes réfractaires, il y a eu une vague comme ça dans les années 2000, 90-2000. C'était Internet. Bon bah aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, je pense qu'on n'entend plus trop parler d'eux, tu vois. C'est pareil avec le digital, c'est une extension d'Internet. Avec l'intelligence artificielle, ça va être la même chose. Si aujourd'hui, à notre jeune âge, ou bien une personne saine d'esprit entre guillemets, qui est dans un milieu professionnel et tout, ne saisit pas la compréhension de ces enjeux-là, je donne pas cher de sa peau pour la suite, tu vois. C'est chaud à dire, hein, mais c'est critique. C'est vrai que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais les gens sont beaucoup dans le social proof, c'est-à-dire que ils vont voir des choses, par exemple sur les réseaux sociaux, Instagram, et ça va être plus vraiment la beauté du lieu ou on va dire la beauté de l'Instagram qui fait que les gens vont aller dans un restaurant. Il y a pas très longtemps justement, ma femme me parlait d'un restaurant sur Saint-Gilles. Mm-hmm. Et elle me disait, elle avait vu sur Instagram, elle dit ah c'est trop bien, il y a pas mal de gens qui y vont, tu vois l'Insta est super propre, super quali. Et on y allait plus pour ça que pour la bouffe. Est-ce que c'était bon? L'Instagram était mieux. Voilà. Ben, écoute, tu vois, ça c'est pas je pense pas que ce soit une dérive des outils. C'est propre à la nature humaine, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une société où c'est pour ça que moi aussi je distingue mon travail de ma vraie vie. Parce que tu es vite fait lancé dans une espèce de compétition malsaine du plus beau, du plus riche, du plus tout ce que tu veux, du parfait en fait. Et tu as vite fait de te perdre là-dedans. Alors quand tu es entrepreneur, il faut s'en servir des réseaux, mais la base de tout, c'est ton produit et ton client. C'est-à-dire que si ton produit n'est pas bon, bah tu vas comprendre au bout d'un certain temps que les réseaux sociaux, pareil, ça va être une espèce d'étincelle à un moment donné qui va aller dans la poudrière. Et en fait, si ton produit n'est pas bon, les gens ils vont se le dire. Il y a eu quelques bad buzz d'ailleurs à ce sujet sur certains restaurants de ce genre où tout était super beau et tout. Quand t'arrivais, 80% des gens étaient déçus, étaient super déçus. Et les gens sont de plus en plus conscients, clairement. Ouais. C'est comme avec les influenceurs. Tu sais, à un moment donné, il y a eu J'allais y venir. Voilà, les influx voleurs, comme Booba, il aimait le souligner et tout. Et ben c'est pareil. Au bout d'un moment, pendant un certain temps, on les a crus, c'était tout beau, c'était incroyable. Même le lifestyle qui promouvait à ce moment-là était incroyable. Mais les gens maintenant sont conscients et sont de plus en plus informés. Je dis pas toutes les strates de la société, tu vois, mais les gens évoluent vite. Et justement, j'allais en venir sur le sujet des influenceurs. Les influenceurs à La Réunion. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Là, c'est une question vraiment globale. C'est tellement vaste. On en a Utile. Est-ce que toi, tu recommandes par exemple à des gens avec qui tu bosses? Moi, dans le cadre de mon travail, je bosse avec des influenceurs. On bosse avec des gros et des plus petits. Aujourd'hui, tu as deux logiques. Si tu as beaucoup de moyens et que tu es très ambitieux sur ta com, tu peux mettre les moyens et aller chercher un gros influenceur. Mais si tu es une plus petite structure, eh ben, sache que plusieurs petits influenceurs peuvent te donner un très bon impact aussi. Donc, c'est utile.
Après, sur les campagnes qu'on a pu réaliser, tu vois, je te donne des vrais trucs de terrain. Quand c'est coordonné par nous, et c'est bien cadré, c'est bien structuré la campagne, on sait que tel poste sort tel moment, l'offre commerciale pareil, elle paraît, le jeu concours est lancé, nous on lance la pub derrière. Le vrai séquencement d'un pro ne battra jamais l'impact d'un influenceur qui te fait une vidéo. Ça, j'ai pas de retour dessus. Les vrais retours, je les ai quand c'est séquencé dans une campagne globale. Voilà. Et parce que après, mais du coup, moi, c'est une question que je me posais. Les influenceurs à La Réunion, ils ont un impact? Ils ont un vrai impact? Commercialement, Ouais. ça dépend des secteurs. Vraiment, ça dépend des secteurs, ça dépend des influenceurs. Ouais. Parce qu'il y a une corrélation avec le product market fit. Oui, et puis tout à l'heure on parlait de social proof. Enfin, voilà, je sais pas exactement qui regarde cette émission, mais genre, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont de la notoriété publique. Donc en fait, quand tu associes l'image d'une marque à une personne qui a de la notoriété publique, ça donne de l'approbation à cette marque. Nous, c'est comme ça qu'on l'utilise, tu vois. Je n'utilise pas les influenceurs aujourd'hui et j'ai pas de bons résultats quand on les utilise que pour lui dire vas-y, il y a tel produit, fais-nous vendre ce produit. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour nous. D'accord. Tu vois. Mais inclus, je te dis encore une fois, dans une logique globale où il y a un vrai plan, plusieurs contenus, du jeu concours, là la marque bénéficie parce que il y a de la visibilité, il y a de la création de communauté, il y a de l'association d'images. Aujourd'hui, les marques qui veulent se lancer là-dedans, investissez plutôt dans des bons ambassadeurs que dans des influenceurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans le temps et que tu vas aider aussi à développer. Que un influenceur, c'est genre, tu penses qu'il a 50 000 abonnés, qui va te ramener des ventes, beaucoup moins quantifiable, tu vois. Et ça, tu mettrais ça par rapport au personal branding, tu le mettrais comment? Tu dirais que les gens devraient plus se mettre en avant pour mettre en avant leur marque? Ça fonctionne bien, ça. Comme Anthony Bourbon le fait. Ouais, ça fonctionne très bien, ça. C'est vrai qu'on est à l'ère du personal branding. Et moi, je l'ai utilisé pas mal pour l'agence. Ouais, voilà, pour ERG aussi. Après, ERG, c'était personnifié à travers moi aussi parce que c'est moi qui présentais les émissions et tout. Si les gens sont à l'aise avec l'idée de se montrer, c'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact aujourd'hui d'humaniser sa com, tu vois. Clairement. Moi, je pense en tout cas que, par exemple, à La Réunion, le personal branding peut mieux fonctionner que les influenceurs. Parce que je me dis que les influenceurs, par exemple, pour mettre en avant en one shot, c'est bien, mais sur le long terme, c'est pas, tu vois, tu peux pas te reposer sur un influenceur, je pense. Ouais. C'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes logiques. Tu vois, Mathieu? Genre, en fait, le personal branding, il est surtout vachement utile pour montrer, si tu veux, les behind the scenes de ta création, les valeurs, montrer que tu humanises ta com et tu es quelqu'un d'authentique. L'influence aujourd'hui, il faudrait l'utiliser, comme je te dis, en mode ambassadeur, c'est-à-dire utiliser un peu le personal branding de l'autre personne et moins l'idée de se dire ah oui, cette personne a beaucoup de visibilité, elle va parler de mon produit et ça va vendre. Tu vois, le personal branding et ceux qui le font parmi les créateurs de contenu, tu vois, c'est plus des créateurs de contenu que moi j'aime citer. Et ben là, ça a de l'impact. Clairement, ça a de l'impact. Parce que je me dis, par exemple, pour certains produits, les gens se disent que si cette personne est prête à mettre son image en jeu, c'est que, entre guillemets, son produit, elle en a tellement confiance qu'il doit être bon. Ouais. Ou ouais, totalement. Franchement, ça peut être pensé comme ça. Après, tu sais, il y a des gens qui osent tout en vrai, Mathieu. Ouais, je te jure, il y a des gens qui osent tout et qui seraient prêts à te vendre la lune aussi, tu vois. Mais faut faire un tri dans tout ça en vrai. Faut faire un tri dans tout ça. Je pense qu'il faut tester les choses. En tout cas, se servir de son personal branding, si c'est bien travaillé dans le temps pour promouvoir un concept, c'est carrément dans l'air du temps. Parce que aujourd'hui, que tu sois une créatrice de mode, que tu sois quelqu'un spécialisé dans la beauté, l'esthétique, que tu sois quelqu'un intéressé par la pâtisserie. Tu vois, il y a plein de gens à La Réunion qui ont fait ça et ça cartonne 2 fois plus qu'une enseigne qui communique avec sa voix d'enseigne ou de commerce classique.
Et c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment les petits business. On aime les petits business parce que il y a un aspect d'accomplissement, tu vois. Tu sais, il y a un moment donné, le terme girl boss était vachement popularisé parce que les femmes osaient entreprendre, les femmes osaient se montrer publiquement pour développer et défendre leurs projets. Et c'est ce que elles avaient beaucoup de soutien, tu vois, par d'autres femmes aussi qui soutenaient ce business-là, etc. Bah, on est toujours dans cette tendance-là. Les micro-entreprises, les petites entreprises, c'est comme un peu les nouveaux artisans du digital, tu vois. C'est vachement soutenu. Puis il y a une certaine proximité, je pense aussi, voilà, qui fait que les gens ont plus confiance. Il y a une authenticité qui se crée et la méthode de communication est radicalement différente parce que avant, tu pouvais pas voir une marque de sport comme Nike montrer ses usines. Ils auraient la honte de leur vie, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, une marque de sport qui veut réussir, eh ben, je te donne un exemple d'un CEO aux États-Unis qui s'appelle Nick Bare. Il a une marque de nutrition qui s'appelle BPN, Bare Performance Nutrition, qui est super connue mondialement. Et ben, le gars a une chaîne YouTube. Le gars, il montre comment c'est fabriqué ses produits, il est dans l'usine, etc. Aujourd'hui, la communication, elle est comme ça. Elle est authentique, elle est derrière les rideaux, tu vois. À l'échelle française, je sais pas si tu connais, je sais plus comment il s'appelle son prénom, mais le gars, il a une chaîne YouTube, Roi to Science. Oui, oui, je vois le gars. Ouais. Et ouais, pareil, il a fait tout son storytelling. Ouais. Il a toute sa vie, il a créé sa marque de compléments alimentaires et il a de A à Z sur ses vidéos, il a monté tout le cheminement. Exactement. Et limite, ça te donne plus envie d'acheter ces compléments alimentaires à lui que, ouais, voilà. Tu as confiance et puis tu te dis, c'est quelqu'un qui t'a peut-être déjà apporté aussi de la valeur dans ta vie. Il t'a peut-être motivé. Il t'a peut-être partagé un programme gratuit à un moment donné qui t'a aidé à te remettre au sport. Et si le gars demain, justement, il se lance dans la nutrition, tu sais qu'il va t'apporter le même niveau de qualité que ce qu'il a pu te proposer précédemment. Donc, c'est pour ça que ces marques-là cartonnent aujourd'hui et que c'est un bon canal d'exploiter ça. Toi, à tes clients que tu leur soumets parfois cette hypothèse de faire du personal branding ou pas du tout? Mes clients ne sont pas forcément tout jeunes et ils ne sont pas forcément à l'échelle individuelle. D'accord. C'est des boîtes plus grosses maintenant que j'accompagne. Il y a au moins, tu vois, 5, 10, parfois même 50 personnes dans leurs équipes d'entreprise. Ils sont moins dans ces logiques-là. C'est pas encore très populaire en plus à La Réunion, tu vois. C'est plutôt des jeunes chefs d'entreprise. J'ai un ami qui le fait, qui s'appelle Goulam, qui a les magasins Off One. Oui. Qui le fait super bien. C'est plus quelque chose qui est plus proche de notre génération, tu vois. D'accord. Voilà. Riyad, comment tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, je travaillerai toujours, ça c'est sûr, parce que j'aime mon travail, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais. Mon but a toujours été de créer une vie que je peux vivre pour le reste de ma vie en travaillant et en étant serein, en kiffant ce que je fais, tu vois. Et dans 10 ans, j'aimerais bien avoir plusieurs boîtes. Pourquoi pas quelques-unes en physique aussi? Parce que ça fait quelques temps que je réfléchis à ça. Le digital, c'est super cool, mais avoir des choses palpables aussi, c'est sympa. Et puis, j'aurai mes enfants, tu vois. Je vais profiter de ma femme, mes enfants. Je sais pas si je serai toujours à La Réunion ou peut-être un petit peu à droite, à gauche. J'aime bien voyager aussi. Et ouais, ça peut être déjà des bons éléments. Ouais, c'est cool. Je vais te poser quelques petites questions assez rapides. Ouais. Quelle est ta figure d'inspiration en termes d'entrepreneuriat? Alors moi, Mathieu, j'ai pas trop de figures emblématiques dans l'entrepreneuriat. J'aime bien tout ce qui me motive en vrai. Et c'est plutôt des gens qui sont dans le sport qui m'inspirent en vrai. D'accord. Genre, il y a quelqu'un qui a pas mal changé ma manière de voir les choses dans la vie, c'est David Goggins. La vie, mon gars. Quand je cours, j'endurcis mon esprit. Je m'entraîne pas pour une course. Je m'entraîne pour la vie. Je sais pas si tu connais. C'est un ancien Navy Seals et il fait de la motivation aujourd'hui. Il fait des conférences et
il a une discipline de fou furieux. Tu vois. Ben, l'entrepreneur avant toi, il parlait de son livre. Voilà. Et ouais, il nous a fait un petit retour dessus Ouais. et faut qu'on le lise aussi, Ouais, je crois. ouais. C'est le deuxième C'est à... quoi? C'est Vous ne me briserez plus jamais ou un truc du genre, Ouais. tu vois. Je l'ai lu en anglais, moi, je sais plus le titre en anglais. Alors, quel est ton film préféré? Mon film préféré, Training Day. They only to show me who and what you're made of. You hear me? Training C'est Day. mon acteur préféré dans Denzel Washington. Ouais, terrible ce film-là. Ouais. Et si tu devais avoir qu'un seul livre, ça serait lequel? Qu'un seul livre. La psychologie de l'argent. La psychologie de l'argent. Ouais. Tu le trouveras facilement, c'est un best-seller. Incroyable aussi pour apprendre à gérer ses finances, son épargne, ses investissements. C'est quoi la musique qui tourne en boucle dans tes écouteurs ce temps-ci? J'aime bien. J'écoute beaucoup de rap américain. Gunna. Je connais pas. Gunna? Ouais. Ok, à découvrir alors. Ouais, carrément. Come on, hunter, hey, hummer, stunner. Et si tu devais donner un seul conseil à un entrepreneur qui débute, ça serait lequel? Alors, j'ai une petite phrase que je garde tout le temps en tête. Et cette phrase, bon, elle est en anglais de base, mais j'ai essayé de le faire en français. C'est la magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu esquives. Ouais, je crois que j'ai lu un livre là-dessus, ça s'appelait Avaler le crapaud. Exactement. C'est ça? Tu vois, ça doit être. Je n'ai pas lu ce bouquin, mais ça, c'est une petite phrase à laquelle je pense toujours. Et dis-toi que quand on veut réaliser quelque chose, un projet, quoi que ce soit, ça peut être entrepreneurial, ça peut être sportif, ça peut être familial. Il y a du boulot à chaque fois, il y a des sacrifices à chaque fois. Moi, j'ai été papa déjà une fois, c'est des sacrifices, du boulot, pareil, autant qu'entrepreneur, tu vois. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure dans mon parcours, je le faisais le soir, le week-end. Quand tu veux vraiment quelque chose, arrête de trouver des excuses et agis, tu vois. Très belle phrase pour conclure. Très belle Parfait, phrase. Mathieu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'accueillir sur cette émission Avec plaisir. et Cool. de t'avoir écouté. Les amis, on se dit à très vite pour un prochain sommet d'entrepreneur. Et voilà. Bye. Ciao.